Bienvenue dans le podcast Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Je suis Christine Levicki, coach, entrepreneur, maman, femme et auteure de plusieurs best-sellers de développement personnel, dont J'arrête de râler et Wake Up. Je crois profondément que nous pouvons, nous les femmes, nous construire une vie radicalement libre et choisie, bien loin des diktats, des idées reçues et des conditionnements. À travers les différents épisodes de ce podcast, je souhaite te permettre de rayonner dans ta carrière ou ton business, de rayonner dans ta famille, de rayonner dans ta sexualité et finalement de rayonner dans toute ta vie. Si tu as des questions, des envies ou des recommandations, rejoins-moi sur mon compte Instagram, Christine Levicki, pour échanger. Dans quelques instants, tu vas pouvoir accéder à cette conversation passionnante que j'ai pu avoir avec mon invité. Mais avant de commencer, je voudrais t'annoncer que les inscriptions sont ouvertes pour la prochaine session de mon programme La Voix d'Athéna. La Voix d'Athéna, c'est un accompagnement en 12 modules pour te retrouver et te remettre au centre de ta vie. Pour faire la paix avec ton corps et découvrir pourquoi il est urgent que tu apprennes à honorer tes envies. Pour faire la paix avec ton sexe et découvrir les trésors de la sexualité. Et surtout, et enfin, pour activer tes super pouvoirs féminins et commencer à vivre ta légende personnelle sans retenue ni délai. La Voix d'Athéna, c'est le programme pour les femmes qui veulent arrêter de se sacrifier et reconnecter avec ce qui les fait vibrer. Je propose ce programme une fois par an. Alors si ça t'intéresse, je t'invite à aller visiter mon site christinelevicki.com et à réserver ta place. On commence très bientôt. Aujourd'hui, c'est Noémie Delattre que je reçois au micro. Noémie est comédienne, autrice et metteuse en scène. Elle parcourt les théâtres, les plateaux de tournage, les radios, les télés et les entreprises. Elle tient un compte Instagram et une page Facebook. Elle interprète, écrit, met en scène, improvise, conceptualise, amuse et réfléchit. Sinon, elle danse, médite, peint et fait des câlins aux arbres. Noémie a été nommée au Molière 2020 dans la catégorie Meilleur spectacle solo pour sa pièce Féministe pour hommes, qu'elle a jouée depuis 2017 au théâtre La Pépinière. Elle a aussi écrit 2 livres. Un homme sur 2 est une femme en string et en colère, publié aux éditions Flammarion, et plus récemment, Journal, l'histoire de mon cœur et de mon cul, paru en mars 2022 à Albin Michel. Alors, bonjour Noémie, bienvenue dans ce podcast. Bonjour Christine, merci. Alors, pour commencer, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de toi et notamment de ton chemin de vie. Tu viens d'où ? Pas nécessairement dans la région, tu peux nous dire de quelle région, mais surtout dans ton chemin de vie intérieur. Tu viens d'où et tu es où aujourd'hui ? Euh, alors là, tu vas devoir soit prévoir 3 heures d'enregistrement, soit préciser ta question, parce que pour le coup, comme je fais un travail personnel, je pourrais vraiment te détailler. Enfin, j'ai fait beaucoup de chemins. Je suis passée par plein d'étapes, j'ai fait beaucoup de détours, et donc sans cibler un peu. Il D'accord. faudrait avoir 3 heures. Ah, je serais ravie d'en parler, hein, mais j'ai peur de lasser. D'accord, ok. Alors peut-être, qu'est-ce qui t'a... Donc parle-nous un petit peu de ton métier, de ce que tu fais aujourd'hui, et de peut-être ce que tu n'aurais jamais imaginé, par exemple, ce que tu fais aujourd'hui, que peut-être tu n'aurais jamais imaginé te retrouver à faire. D'accord, donc plus sur le truc professionnel. Alors effectivement, du coup c'est bien parce que c'est linéaire. J'ai vraiment depuis que je suis née, depuis que j'ai la parole et qu'on me demande ce que je veux faire quand je serai grande, je dis que je veux être plus tard actrice. Donc c'est vraiment, j'ai toujours voulu faire ça, ce métier-là, pour des raisons, je pense, qui n'étaient pas forcément les bonnes au départ, mais il n'y a pas de mauvaise raison de toute façon pour faire quelque chose. Et puis petit à petit, je me suis mise à devoir écrire pour pouvoir jouer. Donc au début, j'ai pas écrit pour le plaisir d'écrire, j'ai vraiment écrit juste pour avoir quelque chose à jouer, quoi. Et pareil, la mise en scène, enfin toute forme de créativité, en fait, c'est parce que je supportais pas d'être chez moi à attendre qu'on m'appelle. Et puis vraiment très très doucement, je me suis mise à prendre goût en fait à la création. Mais il y a encore eu après tout un passage de ma vie absurde. Mais ça me fait plaisir de le dire parce que je sais que c'est disons une erreur on est beaucoup à faire. Il y a eu tout un passage de ma vie où je râlais en disant ah mais j'en ai marre, tout ce que je fais, je ne le dois qu'à moi-même.
je dois tout arracher avec les dents, toutes les pièces que je joue, c'est moi qui les ai créées, tous les projets dans lesquels je suis, c'est moi qui les ai initiés, j'en ai marre de tout faire, j'aimerais enfin que quelqu'un me dise, ça y est, c'est bon, c'est toi, je te choisis, etc. Et donc, j'étais très malheureuse de ça, jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait, j'avais une chance folle et que c'était tellement mieux, justement, d'être l'autrice de sa propre vie, d'être créatrice de ses propres projets, de pouvoir choisir ce qu'on fait, d'être libre, d'être indépendante, d'être autonome dans sa création, dans son métier, dans son épanouissement professionnel, et que j'avais certainement pas à envier mes copines actrices qui, certes, peut-être faisaient des plus grands films que les miens, mais c'était des films dans lesquels elles n'étaient qu'actrices, et à la seconde où on cesse de les désirer, elles cessent d'exister. Alors que moi, j'existe dans mon propre désir, je suis un sujet pensant et désirant, et pas seulement un objet de désir, comme la plupart des acteurs et surtout des actrices. Et donc c'est super intéressant, c'est ce besoin en fait qu'on peut avoir d'être choisi, comme si notre valeur était déterminée par le fait que quelqu'un à l'extérieur nous nomme ou nous appelle, mais ce besoin d'être constamment validé par l'extérieur, en fait, toi, tu as dû le dépasser. En fait, tu l'attendais, tu souffrais, tu râlais, tu ne l'avais pas. Et puis un jour, tu as compris, en fait, que ton attention n'était pas au bon endroit. Exactement. Exactement. Et d'ailleurs, ça s'est transformé plus tard en quelque chose d'encore plus profond, qui était que je me suis rendu compte que je cherchais l'amour de moi-même dans les yeux des autres, dans le cœur des autres, et qu'en fait, c'était à moi-même de me le donner. Et qu'il fallait que je commence par m'aimer moi. Enfin, même pas que je commence par m'aimer moi, que m'aimer moi suffisait, en fait. Euh, et ça, c'est une leçon d'indépendance affective que la vie m'a donnée et dont je suis extrêmement reconnaissante, quoi. Parce que c'est une telle liberté de plus avoir besoin, comme tu dis, de chercher la validation, la légitimité chez les autres, quoi. C'est vraiment, c'est un tel soulagement. Et j'ai l'impression que c'est une tendance, enfin, c'est un biais humain, cette chose-là, mais que c'est un biais humain qu'on trouve quand même plus souvent chez les femmes qui ont été dressées vraiment par leur sexe, qui ont été dressées justement à plaire, à séduire et à être un petit peu des objets validés par le regard d'un homme. Et chez les femmes, je dirais que c'est encore plus fort chez les femmes actrices, puisque là, c'est carrément cristallisé dans un métier où vraiment on va passer des castings, on va séduire, on va plaire, on doit être choisi, on n'est pas choisi, donc c'est effectivement, j'étais vraiment dans la quintessence de ce truc-là en étant une humaine femme actrice. Et effectivement, la vie, de toute façon, la vie te confronte systématiquement à la même expérience de plus en plus fort jusqu'à ce que tu la comprennes, quoi. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas compris un obstacle, tu vas te le manger dans la gueule autant de fois qu'il le faudra, quoi. Ouais. Et du coup, je suis vraiment arrivée à un moment, tu vois, vraiment de grand désespoir, en me disant, mais c'est pas possible, personne ne me veut, personne ne me désire, je suis condamnée à tout faire toute seule, jusqu'à ce que je me dise, mais oui, c'est pas que je suis condamnée, c'est que je suis vouée, et c'est merveilleux, quoi. Libérée, en fait. Tu n'es Ouais, pas tout à condamnée, tu fait. es libérée de ce besoin d'être choisie. Et en fait, non, tu te choisis toi-même. Et puis surtout, c'est même pas, enfin, tu te crées, quoi. Tu te crées, tu avances, tu traces ta route, Tout à fait. tu suis ton cœur, tu génères, tu écris des livres, tu crées des spectacles, tu vas de l'avant. Et c'est vrai que les femmes, on est très très conditionnées dans le fait que il faut qu'on soit choisi rien qu'avec toute la dimension du mariage, toute cette pression Bien qu'on sûr. a dans tous les films du prince charmant, du mariage. On va être choisi, on va avoir l'amour, on va avoir cet homme qui d'ailleurs va s'engager pour nous pour la vie, comme ça on est sûr C'est qu'il fou, hein. restera avec nous. Ouais, ouais. Et c'est intéressant. Je t'ai entendu parler, j'ai écouté plusieurs de tes interviews et je t'ai entendu parler de cette idée de qu'on a un amour, l'amour Exclusif. voilà, l'amour exclusif, ou quand on dit voilà, il y a l'homme de sa vie, quoi. Il y a un homme, il y en Oui. a un, c'est celui-là qu'on doit avoir. Et je t'entendais dire qu'en fait, on peut pas laisser notre vie se définir par le fait qu'il y a une personne qui va nous aimer. Et en fait, en effet, le plus important, c'est de s'aimer nous. Et il y a plein de personnes qui peuvent nous aimer, mais la première chose à faire, c'est de s'aimer nous. Bien sûr. Et pour le coup, c'est vraiment pas ce à quoi on nous destine, nous les femmes. C'est que nous les femmes, je trouve qu'on est vraiment conditionnées à travers les contes de fées, les histoires qu'on nous raconte, les questions qu'on nous pose. Depuis petite, on est conditionné à cette idée que
notre bonheur dépend de l'homme qu'on trouvera et qui s'occupera de nous. Et c'est vraiment tragique, quoi. C'est vraiment tragique. Et même les outils, disons, les qualités qu'on nous encourage à développer chez nous sont des qualités qui ne sont pas utiles à nous-mêmes. Ça, par exemple, on va attendre d'un homme qu'il soit riche, qu'il ait une belle carrière, etc., qui sont des qualités dont il va jouir pour lui-même. Alors qu'on attend de nous qu'on soit jeune et belle. Donc, déjà, c'est pas de bol parce qu'on peut pas le choisir. Et en plus, ce sont des qualités qui ne nous apportent rien à nous. Qu'est-ce qu'on a à foutre d'être jeune et belle? Enfin, je veux dire, ça ne fait pas du bien à nous. Ce n'est que de la para, que de la représentation, que de l'apparence. C'est vraiment hyper déprimant. Oui, c'est hyper déprimant. Alors, tu es connu notamment, toi, pour de nombreuses vidéos que tu as faites dans lesquelles tu parles de l'importance des mots que nous utilisons et ton combat pour l'écriture inclusive. Alors, l'écriture inclusive, qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est important, selon toi, en 2022 ? Alors déjà, évidemment, j'emploie le terme d'écriture inclusive parce que c'est plus simple pour se faire comprendre, mais en vrai, il s'agit juste d'une écriture non sexiste. En fait, on ne devrait pas... c'est comme le fait qu'on nomme féministes les gens qui luttent contre le sexisme et la misogynie, rien que ça, c'est pas normal. On ne parle pas de noiristes ou de juivistes ou d'homosexualistes. Le féminisme est la seule cause où on nomme, où on stigmatise les personnes qui luttent. C'est quand même dingue. Et là, avec ce truc d'écriture inclusive, c'est pareil. C'est comme si c'était... une lubie, un nouveau truc. Non, non, non. En fait, le français, la langue française a été non sexiste pendant des siècles. Elle a été transformée au XVIIIe siècle pour des raisons délibérément machistes et sexistes. C'était vraiment pour écarter les femmes du pouvoir et du droit de vote et des métiers prestigieux. Et aujourd'hui, effectivement, moi et plein d'autres, on cherche juste à sexismer la langue. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce qui s'est passé avec la langue française? Parce que je pense que pas mal d'auditrices ne sont pas au courant, enfin, nous ne sommes pas conscientes. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. En fait, jusqu'au XVIIIe siècle, donc tous les mots, les titres et métiers, les noms d'agents, les adjectifs étaient également au féminin et au masculin, déclinés l'un à l'autre, mais absolument tout. On disait capitainesse, vaincresse, autrice, médecienne, enfin tous les mots, jugesse, voilà, absolument tout. Et même les pronoms réfléchis s'accordaient au féminin. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, par exemple, je vais te dire ah, tu es contente de me voir? Eh ben, moi, je le suis aussi. Et ben, avant, on disait je la suis aussi. C'est-à-dire que les pronoms réfléchis s'accordaient également au féminin. Et il n'y avait aucun problème avec tout ça. Voilà. Et puis, un jour, on a commencé à s'approcher de... Enfin, d'abord, il y a eu 2 siècles de régentes, donc les femmes ont commencé à avoir beaucoup de pouvoir à la cour parce que c'était elles qui régnaient en fait, d'une part. D'autre part, il y a commencé à avoir des autrices, des romancières à succès qui faisaient vraiment des best-sellers, aussi des dramaturges dont les pièces, enfin femmes dont les pièces étaient jouées à la cour des rois, etc. Donc les femmes ont commencé à avoir du pouvoir et puis à en demander. Bien évidemment. Et en plus, se profilait la Révolution française et le droit de vote qui commençait à être brigué. Et là, tu as une petite poignée de masculinistes qui se sont dit, bah, non, il n'y a pas moyen. De la même manière qu'aujourd'hui, tu as des gens qui se disent, les Arabes nous prennent nos métiers, on va les foutre dehors. Et ben à l'époque, tu avais des gens qui disaient les femmes vont nous prendre nos métiers, on va les en empêcher. C'était exactement le même principe de xénophobie, de bêtises et d'aigreur, quoi. Et donc, il y a des règles qui ont été créées, mais à cette époque-là, au XVIIIe siècle, donc c'est extrêmement récent, notamment la règle du masculin l'emporte, alors qu'avant, il y avait 2 règles d'accord qui étaient utilisées, qui étaient tout à fait logiques, qui sont la règle de majorité, c'est-à-dire de quoi on parle le plus, enfin, ce qui est une évidence même. Quand tu vois 500 hommes et une femme, tu veux dire qu'ils sont beaux, et si tu vois 500 femmes et un homme, tu veux dire qu'elles sont belles. Enfin, c'est juste logique. Donc, la règle de majorité. Parce que c'est ce que je dis dans mon spectacle. Là, il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, on est censé dire oh, regardez, c'est 8 millions de femmes et ce bulot, comme ils sont beaux. C'est quand même aberrant. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc bon, et si tu as une équivalence, alors tu utilises la règle de proximité, c'est-à-dire quel est le mot le plus proche de l'adjectif. Comme par exemple, un homme et une femme sont belles, une femme et un homme sont beaux. Donc c'est vraiment hyper simple.
et à toutes celles et à tous ceux qui s'inquiéteraient que des féministes hystériques saccagent le patrimoine français, j'ai un exemple, par exemple, qui est un vers qui est 5 jours et 5 nuits entières. Donc là, c'est la règle de proximité. Et c'est un vers de Racine. Voilà. Donc, elle explique aux élèves que Racine écrit de la merde et puis on en reparlera, quoi. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que ce sont pour des raisons tout à fait politiques que le français a été modifié il y a 3 siècles. Et donc, c'est pour des raisons politiques qu'aujourd'hui, il faut à nouveau le modifier, c'est-à-dire le faire évoluer avec la société. Là, il y a eu un tollé parce que je sais pas quel dictionnaire, je crois le Robert a mis Yel dans le dictionnaire. Mais se battre contre le mot Yel, c'est se battre contre les gens qui sont Yel. Enfin, les gens Yel existent. Donc, point. Enfin, je veux dire, les femmes sont avocates. Point. Les femmes sont médecins. Point. Donc, à un moment, il faut trouver des mots pour le dire. On va arrêter de dire femme pompier, femme médecin. Enfin, ça suffit, quoi. On va dire pompière et médecine. Enfin, je veux dire, on va faire un petit effort. Et toi, tu vois aujourd'hui une dimension, un combat politique aussi là-dedans? C'est pas, je vois aussi un combat politique. C'est comme je te disais, c'est un combat politique, hautement politique, absolument politique et uniquement politique. Ce n'est rien d'autre que de la politique. Mais rien d'autre. Dire que le masculin est neutre, c'est pas de la grammaire, c'est de la politique. Ça veut dire que l'homme est l'être humain universel et que la femme est le sidekick, quoi. Je sais aussi que tu parles aussi souvent dans ton combat de la devise du pays, liberté, égalité, fraternité. Avant même la devise, je parle du fait que la France est encore quand même, faut le savoir, le pays des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'on est le seul pays francophone et le seul pays de toute la communauté européenne à utiliser droits de l'homme au lieu de droits humains ou human rights ou quelle que soit la langue. Mais en tout cas, dans toutes les langues, ce qui est dit, c'est droit humain ou droit de la personne humaine. Et nous, les Français et les Françaises, on est les derniers connards à s'accrocher à nos droits de l'homme. Ben pardon, en fait, jusqu'à nouvel ordre, je suis pas un homme, je paye des impôts, je vis ici, je suis une citoyenne, j'aimerais être reconnue en tant que telle, quoi. Parce que alors, si c'est payer les droits de l'homme, j'arrête de payer des impôts, enfin, c'est pas chez moi, quoi. Mais donc ça, c'est vraiment un truc qui me scandalise. C'est pour ça que ton premier livre s'appelait Un homme sur deux est une femme, en string et exactement. en colère. Parce qu'il y avait une majuscule à homme. Et car selon le français tel qu'il est utilisé aujourd'hui, toi et moi, Christine, nous sommes des hommes. Et oui, bisous. Alors c'est vrai que moi j'ai écrit le livre Wake Up dans lequel je partage 4 principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie. Et le 3e principe, c'est je crée ma réalité avec mes mots. Voilà. Et donc toi, c'est vrai que toi, je t'ai entendu dire, c'est avec les mots qu'on pense et à travers les pensées qu'on crée le monde dans lequel on vit. Bien sûr. Voilà. Ouais, tout à fait. Mais en plus, c'est pas moi qui l'ai inventé. Enfin, et je peux citer Victor Hugo qui dit que toutes les révolutions devraient commencer par une réforme du dictionnaire. Beauvoir qui explique que la langue reflète un monde pensé par des hommes pour des hommes et que tant qu'on n'aura pas changé ces mots-là, alors on restera dans ce monde d'hommes pensé par des hommes pour des hommes. Et puis même, on voit que ce soit le film de Godard, Alphaville, ou le livre de Orwell, 1984, tous ces livres mettent en place des dystopies, justement, où, en modifiant le langage, on crée une dictature. Donc, c'est évidemment que le langage est un outil politique, philosophique et créateur. On peut pas, si le concept de générosité, s'il n'y avait pas de mots pour la générosité, on ne pourrait pas l'éprouver. Enfin, je veux dire, on ne pourrait pas développer ce concept sans les mots pour le faire. Enfin, celui-là ou un autre, mais. Super. Donc, je pense effectivement qu'il est vraiment fondamental d'arrêter de gaver le crâne de nos enfants avec cette phrase atroce, le masculin l'emporte. Oui. Et je pense qu'un geste fort, symbolique, ça serait effectivement de changer droit de l'homme en droits humains, ou droit de la personne humaine, peu importe, ce qui enverrait vraiment. Parce que là, il faut quand même savoir que pour l'instant, en France, nos institutions sont délibérément sexistes. C'est-à-dire que là, par exemple, on m'a envoyé un extrait d'un mémo envoyé par le ministère de l'Éducation et qui circule dans toutes les académies et qui demande expressément d'utiliser uniquement le masculin.
C'est-à-dire qu'ils le demandent. Il y a quand même des députés et des ministres qui ont proposé qu'on mette des amendes aux professeurs qui enseignaient l'écriture inclusive ou l'usage du point médian. Enfin, c'est quand même. Et c'est là que tu vois qu'on touche un point sensible, quand tu as tous les petits masculinistes qui sentent leur coucouille menacée et qui se mettent enfin, t'imagines, ils veulent faire des décrets, des lois, des amendes, des pénalités. Donc tu te dis, bah ok, c'est qu'on a touché. Enfin, c'est que effectivement, c'est le nerf de la guerre. Ça les mettrait pas dans cet état-là sinon, quoi. Bah, j'imagine que c'est aussi peut-être pour, enfin, je sais pas, c'est mon esprit là qui vient, mais de me dire, c'est peut-être aussi d'abord être sûr qu'on se mette d'accord sur quelle est la langue qu'on parle pour commencer et ne pas commencer à apprendre à des enfants une langue sur laquelle on s'est peut-être pas encore mis d'accord. D'abord, peut-être prendre le temps de se mettre d'accord et ensuite déployer. Enfin, je sais pas, je me dis c'est peut-être une des motivations. Là, en l'occurrence, il n'y a pas à se mettre d'accord dans la mesure où on ne peut pas créer une langue en dépit de la réalité. La langue, elle se crée, même si elle va fixer la réalité, elle en est d'abord le reflet. Oui. Donc, ce que je veux dire, c'est que là, il ne s'agit pas de décider de féminiser pompiers ou ingénieurs. C'est juste que ça existe. Des femmes sont pompiers, des femmes sont ingénieurs. Donc, c'est un principe de réalité qu'on ne peut pas nier. Donc, il n'y a pas à se mettre d'accord. Enfin, c'est juste, ces femmes existent, il faut les nommer. Point. Et les femmes ne sont pas des hommes, ce sont des humains ou des êtres humains. Point. Donc, après, s'il faut décider de choses précises, tu vois, est-ce qu'on va dire, par exemple, pour une femme médecin, est-ce qu'on va dire médecine ou médecienne, ça vient dans un second temps. Effectivement, il sera toujours temps d'en discuter. Mais avant d'en discuter, il faut que les gens qui nous gouvernent soient d'accord pour arrêter d'enforcer un français sexiste qui nous bloque dans cette situation et dans ce monde de fait sexiste. Et c'est vrai que la France, le français et les Français sont très attachés à leur langue. Il y a on est connu pour la langue française, cette langue si sophistiquée, cette langue qui d'ailleurs est utilisée parce qu'elle a une telle finesse, donc elle est utilisée en négociation au niveau géopolitique, parce qu'elle a tellement de finesse et tellement de richesse. Donc c'est formidable d'avoir cette langue super riche, mais du coup c'est très compliqué en effet dès qu'on veut la remettre en question. Tout le monde, c'est un grand tollé parce qu'il ne faudrait surtout pas toucher à la sacro-sainte langue française, quoi. Oui, mais même ça, c'est de mauvaise foi. Tu vois, par exemple, tu vas regarder dans tous les dictionnaires que tu veux, là, d'aujourd'hui, en France, tu trouveras ni les mots youpin, ni les mots bico. Tu trouveras pas ces mots-là. Et pourquoi ? Parce que effectivement, les lexicographes se sont dit, on ne veut pas blesser ces minorités, c'est des tabous, ce sont des mots racistes, antisémites, donc on ne va pas mettre ces mots-là. En revanche, tu vas trouver pute, poufias, radasse, grognasse, pétasse, et putain, et tout. Mais bien sûr. Donc, il y a un moment, tu vois, c'est 2 poids, 2 mesures. On a arrêté de dire négro. Je pense qu'on peut être capable d'arrêter également Enfin, tu vois, on peut. La langue, elle évolue. Elle a évolué sur tous les domaines, sauf en ce qui concerne la condition des femmes. Donc, c'est pas une histoire d'attachement. Et puis, pardon, mais alors moi, j'ai fait des études de langue. Enfin, j'ai un français absolument impeccable. Je suis une folle de français, une folle de littérature. Je lis énormément. Donc, tu vois, c'est pas à moi qu'on va. Oui, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Non, bien sûr. Non, ce que je veux dire, c'est que le débat est pas là. C'est totalement fallacieux. Comme argument que de dire oui, non, ça n'a rien à voir. Il s'agit de sexisme, il s'agit de politique, il ne s'agit pas de littérature ni de préservation du patrimoine. Mais c'est vraiment important de mettre le débat au bon endroit. Alors, je t'ai aussi entendu dire que le plus grand génocide, c'est le génocide des femmes. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors c'est marrant parce que j'ai lu ça dans un truc très sérieux et ensuite j'ai essayé de colmater des chiffres et j'ai jamais réussi à retrouver les chiffres exacts. Mais en gros, d'après ce que j'ai compris, entre les chasses aux sorcières, si tu cumules, si tu veux, depuis la nuit des temps, puisque pour le coup, alors ça, il y a un truc qui est sûr, c'est que la discrimination des femmes est la discrimination la plus universelle, la plus transversale et la plus historique de tous les temps. C'est-à-dire qu'aucune discrimination n'a duré dans le temps depuis les débuts, autant, tu vois. Et donc, si tu cumules effectivement toutes les femmes qui ont été tuées parce qu'elles étaient femmes, depuis les origines de ce qu'on peut compter, disons, de ce qu'on peut apprécier, alors effectivement le chiffre surpasse les plus grands génocides, y compris la Shoah, y compris le génocide rwandais, etc., etc. Ce qui est fou, parce que évidemment tu n'apprends jamais ça à l'école. Jamais tu apprends que la chasse aux sorcières, moi j'ai appris ça adulte, je l'ai pas appris à l'école. Qu'il y avait des femmes poétesses, des femmes philosophesses, des femmes, je l'ai appris plus tard, je l'ai pas appris à l'école.
Mhm. Mhm. Moi, j'ai passé ma scolarité à entendre parler de bons hommes, parler de bons hommes à d'autres bons hommes. Mhm. Mhm. Tu peux nous en parler un petit peu de cette chasse aux sorcières? Qu'est-ce que tu as appris là-dessus? Oh, non, mais c'est monstrueux. Là, c'est vraiment, c'est monstrueux. Mais après, c'est comme les récits de n'importe quel génocide, hein. Si tu te penches sur les détails, sur l'imagination humaine n'a pas de limite quand il s'agit de faire mal à quelqu'un. C'est Mhm. monstrueux. Mhm. Enfin, t'as des récits de procès, des trucs, c'est monstrueux. Mhm. Donc Vraiment. ces femmes qui ont été tuées pour le pouvoir qu'elles avaient en fait, Non, parce qu'elles étaient femmes, uniquement. uniquement parce qu'elles étaient Uni- femmes. Ouais, ouais. Ah oui, enfin, toi, t'aurais été une sorcière, hein. Oui. Moi, j'aurais été une sorcière. Enfin, tout le monde était sorcière. Alors déjà, t'étais veuve, t'étais sorcière. T'étais vieille, t'étais sorcière. T'étais belle, t'étais sorcière. T'avais moins de 3 enfants, t'étais sorcière. Tu maîtrisais les plantes, t'étais sorcière. Tu savais lire, t'étais sorcière. Mhm. Tu faisais un pet de travers, t'étais sorcière. Et puis surtout, tu gênais ton mari, t'étais sorcière. Tu gênais ton voisin, t'étais sorcière. Mhm. On voulait prendre ton champ, t'étais sorcière. Enfin, c'est simple, hein. Mhm. C'était un moyen très efficace de se débarrasser d'une femme gênante en 3 secondes, de dire qu'elle était sorcière. Personne ne te remettait en question. C'est quand même aujourd'hui, c'est dingue. Aujourd'hui, une femme, enfin, 6 femmes peuvent accuser un homme de viol. On va quand même se dire qu'elles mentent peut-être. À l'époque, un homme pouvait accuser 1000 femmes de sorcellerie, pas de problème. Elles étaient brûlées. Mhm. Mhm. Et je trouve que ça n'a pas beaucoup changé, quoi, en fait, Voilà. malheureusement. Donc la femme qui n'était pas rangée et au service de l'homme était une sorcière, quoi. Si elle était un peu dans sa liberté, dans sa puissance, dans sa curiosité, dans ses talents, là du coup ça faisait peur, quoi. Elle pouvait perturber l'ordre établi et peut-être transmettre des choses, voilà, qui pourraient perturber l'ordre établi, et donc elle était brûlée Exactement. sur le Mm, bûcher. mm. Euh, alors, j'ai une question à te poser. Je ne sais pas si tu vas avoir une réponse à ça, mais ça m'intéresse. Mm. Est-ce que tu trouves que les femmes ont des pouvoirs particuliers ou des forces particulières? Globalement, je préfère ne pas réfléchir en termes de femmes-hommes parce que je pense qu'il y a très très peu de choses en fait qui sont biologiquement, enfin essentiellement différentes entre les hommes et les femmes. Je pense que nos différences, elles sont essentiellement, enfin elles sont surtout culturelles. Elles sont comme on a été dressé, comme on a été élevé. Mais je pense qu'au départ, il y a vraiment pas grand-chose à part des organes génitaux, mais c'est tout, tu vois. Mhm. Donc, je préfère pas répondre en ces termes-là. En revanche, est-ce que le principe féminin a des pouvoirs? Oui, évidemment qu'il a des pouvoirs autant que le masculin, sauf qu'à la différence du masculin, ce sont des pouvoirs qui ont été dévalorisés et étouffés. C'est-à-dire que aujourd'hui, on ne valorise que des pouvoirs dits masculins. Donc, encore une fois, je dis masculin, donc pas des hommes, Oui, oui, masculins, oui. comme la force, la dureté, l'activité, et que sais-je, La la performance, la performance. stratégie, le résultat, la connaissance. Ah, Exactement. Alors mhm. que je pense qu'il y a plein de qualités féminines, effectivement, enfin, qui sont des super pouvoirs et qui sont pas développés dans nos sociétés parce que dévalorisés, comme effectivement l'intuition, l'imagination, Mhm. la fécondité, le soin, enfin, des choses comme ça, évidemment, ouais, ouais. Le Et sens puis du même beau, une la forme. force nourricière. Ouais, Mhm. tout à fait. Et même Mhm. une forme tu vois, de préscience, d'extra-lucidité, de, et même une espèce de. Enfin, là, je suis en train de créer un spectacle autour des sorcières où j'interroge plein de femmes sur justement quel serait leur pouvoir caché. Et je suis fascinée de voir à quel point, enfin, le nombre de femmes qui sont extraordinaires et qui l'ignorent. Le nombre de Oui. femmes qui ont des qualités, des pouvoirs insensés, enfin, elles savent. J'ai une copine qui passe, enfin, elle est persuadée qu'elle vaut moins que rien. Elle parle 6 langues, elle a eu 12 métiers, elle danse, elle chante, elle fait des claquettes, du bilboquet. C'est hallucinant, quoi. Aussi, Ouais. l'éclecticité des qualités que vont développer, enfin que permet le féminin plus que le masculin. Le masculin qui a Ouais. quelque chose de très très monolithe quand même, Très linéaire et très linéaire. voilà, Mhm. ouais, tout à Très fait. linéaire.
Ouais, moi aussi, j'accompagne énormément de femmes. Hein. J'ai développé un programme qui s'appelle La Voix d'Athéna, qui accompagne les femmes à activer leur super pouvoir féminin. Et Génial. quand les femmes, quand je les rencontre et elles me racontent qui elles sont et quand je vois qui elles sont, et effectivement que je vois à quel point elles doutent d'elles-mêmes, en fait, je ne comprends pas, en fait. C'est fou, hein. Je ne comprends pas comment Ouais. c'est possible que autant de femmes doutent d'elles-mêmes, alors qu'en fait, elles gèrent déjà, mais c'est même pas. Elles sont déjà en train de gérer des trucs incroyables et de faire des trucs incroyables. Ouais, c'est fou, ouais. Mais comme la société n'a pas valorisé ces choses-là, a considéré beaucoup de ces qualités du féminin comme des frivolités, euh, eh ben en fait, elles n'ont pas conscience de leur puissance. Ouais. Et elles doutent d'elles-mêmes. Et en fait, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment Ouais. on en est arrivé là. Alors justement, j'avais envie de te faire parler un petit peu de ça parce que je sais que là, aujourd'hui, toi, on te voit comme cette femme qui a pris sa place, tu rayonnes de ta brillance, de tes talents sur scène. Et pourtant, je t'ai entendu dire que tu viens de très loin en termes de confiance en toi. Ouais. Je sais que tu dis que tu te trouvais moche, pas désirable, et puis il y a peut-être d'autres choses. Voilà, peux-tu nous parler un peu de ce chemin que tu as dû faire toi en termes de confiance en toi? Et puis qu'est-ce qui t'a le plus aidé? En fait, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que je n'avais pas confiance en moi, c'est-à-dire que en fait, je ne m'aimais pas. Je ne m'aimais pas. Euh, je n'avais pas d'amour pour moi. Je pense même que je devais me détester. Et donc, je cherchais l'amour de moi-même dans les yeux des autres. Donc, je cherchais toujours à être performante, séduisante et à être rassurée, validée par le plus grand nombre de gens possible. D'où, je pense, au départ, le choix de ce métier d'actrice, tu vois, d'être vue, reconnue, entendue, etc., etc. Mhm. Euh, et comme je disais, ça a vraiment été un chemin semé d'embûches et douloureux, etc., pour finir par comprendre que j'étais en train de chercher la mauvaise chose au mauvais endroit, quoi. Mhm. Et qu'en fait, j'avais toutes les ressources en moi-même. Mhm. Euh, et parmi les choses qui m'ont aidée, c'est aussi la prise de conscience que, alors la phrase, elle est con, elle semble évidente, mais en fait, quand vraiment tu la mesures, enfin moi, elle m'a vachement apporté, qui est, en fait, chacun fait comme il peut, chacun a ses propres problèmes. Et en fait, tu t'aperçois qu'il y a des gens que tu vas admirer ou trouver formidables pour tel point, et tu vas t'apercevoir que ces gens sont en galère sur d'autres, que une telle est très intelligente, mais elle se trouve moche, un tel est magnifique, mais il se trouve idiot, un tel a plein d'argent, mais il a perdu ses parents et il en souffre, une telle, effectivement, a vécu dans la pauvreté, mais a été entourée d'amour familial, etc. Une telle a une belle carrière, mais elle a pas d'enfant, c'était son rêve. Enfin, et qu'en fait, chacune se vaut, quoi. Enfin, on se vaut tous et toutes. Il y a personne n'est parfait, personne n'a tout bon, personne ne réussit tout. Et quand bien même certaines personnes ont l'air de tout réussir, on n'a pas tous et toutes cette perception-là. On a, Mhm. on a tous et toutes nos blessures qui font qu'on struggle, je sais pas pourquoi j'ai le mot qui me vient en anglais. On lutte avec On nous-mêmes. lutte, Ouais. voilà. Mhm. Mhm. On est tous et toutes en lutte. Et je trouve que quand tu comprends ça, et d'autre part, quand tu comprends que, et c'est cette phrase de Guitry, je crois que c'est Guitry qui dit: j'ai décidé d'être moi-même parce que les autres s'étaient déjà pris. Mhm. Mhm. Et tu vois, j'adore cette phrase qui est de te dire, mais de toute façon, je suis moi. Et c'est la chose qu'on ne pourra jamais m'enlever et qui est absolue. Je suis moi, je suis comme ça. Et c'est formidable parce que c'est ainsi, quoi. Voilà, il y a toujours cette impression, en fait, cette sensation, j'ai envie de dire cette impression, je ne sais pas si c'est une pensée ou un ressenti, mais qu'il nous manque quelque chose. On se dit, il me manque quelque chose, ou alors c'est soit je suis pas assez, donc il me manque. Moi, je vois beaucoup de femmes qui ont l'impression, et d'hommes aussi d'ailleurs, hein, mais plus des femmes d'ailleurs, qui se Mhm. disent, je peux pas aller de l'avant dans la vie, ou je peux pas faire ce que j'ai envie de faire, ou dire ce que j'ai envie de dire, ou être qui j'ai envie d'être, parce que je suis trop ceci ou pas assez cela. Donc soit je suis pas assez diplômée, soit j'ai pas assez de connaissances, soit il me manque, je peux pas monter mon business parce que j'ai l'impression que je comprends pas le business.
Non, ben, le business, ça se comprend. Déjà, il y a des choses qu'on peut apprendre, mais surtout, ça se comprend sur le terrain. Enfin, c'est pas. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne se sont pas posé cette question-là. Ils se sont dit, j'ai une bonne idée, j'y vais. Ouais. Et ils apprennent Bien sur le terrain. sûr. Mais la femme, elle va se dire, j'ai besoin d'apprendre. Il me manque quelque chose, donc j'y vais pas. Ou alors il y a cette impression, voilà, je ne peux pas me montrer parce que je suis trop vieille ou pas assez mince. Ou il y a aussi beaucoup de blocages, je constate, inconscients parfois. Ouais, Souvent d'ailleurs j'imagine. inconscients, parfois conscients, parfois inconscients, mais beaucoup d'obstacles aussi des femmes par rapport à comment elles se vivent dans leur corps. Je ne sais pas si ça te parle. Oui, oui, enfin, ça m'étonne pas. Oui, oui, je suis effectivement, ça m'étonne pas que ce soit un problème auquel t'es souvent observé. Ça Mhm, m'étonne pas du tout, en effet. Ouais. mhm. Ok, donc j'avais aussi une autre chose dont j'avais envie de te parler. Mon podcast s'appelle Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast qui accompagne les femmes à vivre une vie radicalement libre et choisie. Et d'abord, j'avais envie de te demander, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, vivre une vie radicalement libre et choisie? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, une vie radicalement libre et choisie? Bah, libre et choisie, pour moi, c'est un peu la même chose. Enfin, enfin, dans ce cadre-là, en tout cas, la nuance me parvient pas complètement. Et donc, radicalement libre ou radicalement choisi, oui, ça serait ça. Ce serait effectivement débarrasser des préjugés, des présupposés de genre. C'est ça que je dirais. C'est-à-dire, je vais vivre pas la vie que je suis supposée vivre parce que je suis une femme, parce que machin, etc., mais la vie dont j'ai envie, qui sera peut-être la même, hein, mais peu importe. En tout cas, je l'aurais choisi en m'étant vraiment posé des questions, quoi. Donc, en se libérant des conditionnements, en fait. Ouais, Mhm. ouais, tout à fait. Se libérer des conditionnements. Et c'est vrai que voilà, sortir de cette idée de je vais chercher à être conforme à ce que je pense qu'on attend de moi, mais plutôt je vais me poser la question, qui suis-je, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui C'est ça. m'anime, vers où je vais, et oser aller sur cette voie, même si peut-être ça peut déranger, ou en tout cas, d'ailleurs souvent ça dérange pas, on a peur que ça dérange, Ouais, c'est mais ça. en fait le résultat c'est que ça dérange pas. C'est marrant, j'avais lu quelque part un jour d'intéressant on a souvent cette peur que les autres nous jugent, mais en fait, les autres, ils nous jugent pas, ils sont trop occupés à se juger eux-mêmes. Ah, j'adore. Ah, c'est super. Ah, elle est super cette phrase. Merci. Ouais, Je vais c'est la intéressant. garder. Les autres ne nous jugent pas, ils sont trop occupés à se juger eux-mêmes. Ben Merveilleux. oui, donc trace Merci, ta route, Christine. quoi. Trace ta Ouais, route, avance, quoi. Et puis c'est tout. Et puis même d'ailleurs, souvent, quand on trace notre route, c'est ce que les gens admirent le plus. bien sûr. C'est marrant, moi, c'est une petite anecdote, hein, mais récemment, je me suis mis des extensions sur mes cheveux. Je me suis mis des grandes tresses Ouais. sur mes cheveux. Et c'est vrai qu'avant de le faire, j'ai un peu hésité. Je me dis, mais qu'est-ce que les autres vont en penser? Puis j'interviens en entreprise. Est-ce que ça va déranger que j'ai mes nattes sur la tête? Enfin voilà, j'avais un peu cette peur de qu'est-ce que les autres vont en penser. Et puis en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais bon, c'est vrai que la pandémie a aidé. Hein. Je m'ennuyais un peu chez moi. Je dis, Ouais. j'en ai marre, je m'ennuie, je veux m'amuser un peu. Ouais. Et en fait, je me rends compte que déjà les gens s'en foutent. Soit ils s'en foutent, soit ils trouvent ça génial. Mais il n'y a pas de jugement en fait. Il y a pas de. Ils sont trop occupés à autre chose. Ils en ont rien à faire de ce que je fais avec mes cheveux en fait. Ils ont d'autres priorités. Et même, je vais te dire, parce que moi, je l'ai remarqué tout de suite, et en fait, c'est la première chose. En fait, quand tu rencontres quelqu'un, tu vois son visage, etc., mais en fait, son visage, il l'a pas choisi. Donc, Mm. enfin, ça dit pas énormément de choses de lui, alors qu'en revanche, si d'un coup, cette personne a un maquillage particulier, une coiffure particulière, etc., alors là, ça dit quelque chose de lui. Mhm. Et là, moi, j'ai tout de suite vu tes tresses et je me suis dit, ah, cool. Enfin, tu vois, Mhm. je l'ai pas formulé. Je me suis pas dit, tiens, ça me fait penser à tel truc précis, mais Mhm. ça m'a donné l'impression Mhm. d'une femme libre qui choisit son apparence. Ça Mhm. m'a, donc Mhm. c'est Oui, super. c'est super. Alors, je t'ai aussi entendu dire qu'il s'est passé quelque chose dans ta carrière à partir du moment où tu as fait un lien entre ton engagement féministe et tes compétences professionnelles dans ta carrière d'actrice, et qu'il y a quelque chose qui s'est déclenché, quelque chose qui s'est passé, comme si ça avait fait décoller. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Eh ben écoute, j'avais une carrière d'un côté, enfin j'avais une carrière qui était très sympa, voilà, où j'étais déjà très très créative, très à l'initiative, très très leaduse et tout de mes projets, mais voilà. Et puis un jour, par
par mon métier, m'est venue une conscience féministe et que j'ai commencé à développer. Donc, j'ai commencé à être identifiée comme féministe. Et du coup, je faisais des conférences, des machins, des trucs, enfin pas des conférences, des colloques, des assemblées, en tant que féministe, quoi. Et donc, j'avais d'un côté ma carrière d'artiste qui continuait et de l'autre côté, mon engagement, c'est tout, quoi. Et puis, un jour, en fait, je me suis rendu compte que à chaque fois que j'allais à un colloque, une assemblée, un machin, etc., en fait, je parlais à des gens qui étaient déjà convaincus. Et que je continuais à avoir dans mon entourage proche des gens qui me disaient vraiment de la merde, quoi. Donc je me suis dit comment m'adresser aux gens, tu vois, comment avoir un discours qui soit populaire. Et je me suis dit, bah, ça tombe bien, c'est mon métier. Viens, je vais mettre mes compétences au service de mon engagement. Et donc je vais faire un spectacle drôle, marrant, divertissant, etc. sur ce thème-là. Et effectivement, depuis ce spectacle, en fait, ça m'a ouvert, c'est comme si ça m'avait ouvert une grille de lecture, un regard particulier sur le monde. Et du coup, étant donné que pour moi, vraiment, un ou une artiste, c'est un regard, c'est vraiment ça avant tout, c'est quel regard tu portes sur le monde et comment tu l'exprimes, que ce soit à travers la peinture, la danse, le chant, peu importe, mais c'est ce regard que tu vas poser sur le monde qui a plus ou moins d'intérêt, etc. Et là, d'un coup, je pouvais m'emparer de n'importe quel sujet. Le fait qu'il y ait ce regard-là, cet angle-là, ça lui donnait une épaisseur, une consistance, un sens autre, quoi. Et puis surtout, moi j'aime beaucoup, il y a plein de gens qui sont comme moi, hein, c'est pas original, mais qui pour réfléchir ont besoin de contraintes. Tu as besoin qu'on te pose un problème pour avoir à le résoudre. Et donc là, moi qui ai un esprit très très, 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 très fourmillant. Là, d'avoir ce problème posé, cette équation, tu vas à résoudre. Comment faire pour être femme et libre? Ça m'a vachement canalisé, guidé et motivé et inspiré, quoi. Et donc, en fait, là, en faisant le pont entre un engagement, un peu une vocation féministe et en même temps ta vocation d'artiste, en faisant le pont entre tes compétences professionnelles, tes centres d'intérêt, tes talents, t'as pu prendre ta place, en fait. T'as pu vraiment prendre ta place. Ah ouais, complètement. Ouais. Et ça, je voulais que tu en parles. Et donc, ce que je voulais aussi, je ne veux pas mettre les mots dans ta bouche, mais je t'ai entendu dire ça dans un autre interview et c'est ça qui m'a vraiment intéressée. Et tu dis, à ce moment-là, ton compte Instagram s'est développé de manière énorme. Enfin, tout d'un coup, les gens t'ont vu en disant « Ah, donc Noémie, voilà, ils ont compris qui tu étais peut-être à un autre niveau parce que tu as fait merger tout ce que tu es, en fait. Tu as exprimé tout ce que tu es au même endroit, quelque part. » Alors, je ne sais pas si c'est ce que je suis, que j'ai exprimé, ni ce que je suis qui a attiré. Je pense que c'est surtout le discours. C'est-à-dire que d'un coup, effectivement, surtout à une époque où Instagram était vraiment le culte de l'auto mise en valeur et tout le monde montrait ses photos de dessert ou de plage, de vacances ou de machin. Et moi, d'un coup, j'arrivais justement avec un contenu qui parlait pas du tout de moi. Du tout, je racontais rien de moi, rien de ma vie privée, rien, mais juste un contenu qui était engagé, qui disait des choses qui concernaient tout le monde en fait. Des choses qui se voulaient universelles et tout, et je crois que c'est ça qui a fédéré les gens autour de mon compte. Alors depuis, comme c'est pas mon métier, tu vois, je suis pas une influenceuse, je fais ça à côté, donc je me suis fait maintenant dépasser complètement. En fait, tu vois, maintenant je plafonne, tu vois, sur Instagram, alors que tu as des nanas qui ont des millions d'abonnés, etc. Mais il y a eu un moment où, oui, j'avais vraiment, c'était colossal, hyper surprenant et super beau parce que je sentais que c'était pour des bonnes raisons que les gens suivaient mon compte, quoi. C'était vraiment pour des raisons généreuses et engagées et militantes, quoi. Ouais. Ça, j'explique souvent dans mon livre Wake Up. Le premier des principes, c'est j'ose être brillante. Ou j'ose être brillant. Et je parle de ce qui aide beaucoup à se dépasser. Et comme tu disais tout à l'heure, tu avais un challenge, ça t'a mobilisé, tu t'es mobilisé autour de ce challenge en créant tous ces contenus. C'est de rattacher notre travail. Donc là, en l'occurrence, on parle de ton travail qui est de tenir ce compte Instagram, même si c'est pas forcément un travail pour lequel tu es payé, mais c'est un travail. Tu vois, c'est quelque chose où tu mets, tu consacres du temps et de l'énergie pour créer quelque chose pour le monde. De rattacher son travail à quelque chose de plus grand que nous. C'est pas juste je fais ça pour avoir mes likes et en fonction de mes likes ça veut dire que moi Noémie je suis quelqu'un de bien. C'est non, je fais ça et
parce que je veux changer le monde, parce que j'ai un message à transmettre. Et les likes que je récupère, les gens qui me suivent, c'est pas pour moi, Noémie, c'est pour la cause. C'est pour cette mission que je me suis donnée à travers ce compte. Et donc, la réussite de mon travail ne bénéficie pas que à moi. La réussite de mon travail bénéficie au grand tout. Et ça, c'est extrêmement intéressant quand on veut sortir de notre zone de confort et se dépasser. Parce c'est beaucoup plus facile de se dépasser pour quelque chose de plus grand que nous que de se dépasser que pour notre ego, quoi. Très rapidement, quand on est juste coincé dans notre ego, on a beaucoup plus de mal à se dépasser. Ouais, je suis tout à fait d'accord et c'est très, très bien formulé, très bien résumé, ouais. Complètement. Super. Alors, je voudrais quand même clôturer cet entretien pour que tu nous parles de ton livre, L'histoire de mon cœur et de mon cul. Oui. Pourquoi as-tu voulu écrire ce livre et de quoi parle ce livre ? De quoi il parle, c'est vraiment dans le titre, hein. Voilà, c'est pas mensonger. Et pourquoi j'ai voulu l'écrire? Mais parce que je pense vraiment que l'intime est politique, et surtout quand il s'agit des femmes, puisque c'est précisément dans leur intimité, que ce soit dans le couple, la famille, la maternité, dans l'ombre des foyers, que se joue le plus gros de leur discrimination et des violences qu'elles subissent et des inégalités qu'elles subissent. C'est vraiment donc donner à voir, à entendre, à comprendre l'intimité d'une femme, quelle qu'elle soit. Je pense que c'est toujours quelque chose de politique, voilà, et d'important et d'utile potentiellement. Et donc là, j'ai essayé à la fois de vraiment faire un travail qui a été hyper dur, enfin vraiment d'authenticité totale, enfin tu vois, de vérité absolue, et à la fois un travail d'auto-analyse, puisqu'en fait le journal a deux temporalités. C'est à la fois les 16 dernières années de ma vie, où c'est vraiment le journal, tu vois, de ma vie sentimentale et sexuelle, voilà. Et il est commenté par un journal qui dure 3 mois au temps présent. Et donc on voit mon regard d'aujourd'hui sur celle que j'ai été, et on voit aussi à travers mon journal du temps présent comment la relecture de ce passé me modifie au présent. Voilà. Super passionnant. Donc j'invite les auditeurs et les auditrices à se procurer ton livre, journal, l'histoire de mon cœur et de mon cul, aux éditions Albin Michel. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver? Quel est le meilleur moyen de te suivre, de te soutenir, Noémie? Alors là vraiment, je sais pas quand sera diffusée cette émission. Donc il y a un album des Funambules auquel j'ai participé qui est dans les bacs. Il y a mon DVD de mon spectacle qui sera en vente à partir de la fin du mois de février. Il y a la captation de mon spectacle qui sera diffusée sur Teva le 5 février. Il y a mon livre le 5 mars. Il y a mon livre qui sort le 2 mars. Il y a la série OVNI sur Canal+, dans laquelle je joue, qui sort en mars. Je suis en tournée avec mon spectacle Féministe pour Hommes. Je suis en tournée avec La Dernière Lettre. Et j'ai une série qui sort, que j'ai écrite et réalisée, qui s'appelle Histoire Duck, et qui est diffusée sur mon compte Instagram et ma page Facebook. Donc vraiment, même si tu le souhaites, tu ne peux pas me rater. D'accord. Et sinon, le meilleur moyen de suivre un de tes comptes, c'est sur Instagram ou sur Facebook, Noémie Delattre? Oui. Ouais, l'un ou l'autre. Et il y a pas marqué officiel, mais tu sais, il y a le petit macaron bleu, comme ça tu sais que c'est vraiment mon compte. D'accord. Ok, voilà. Super, formidable. Merci beaucoup, Noémie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et bonne chance. C'était un plaisir. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Alors voilà, ma conversation avec Noémie est terminée, mais si vous avez envie de continuer à explorer ces thématiques autour du féminisme, je vous invite à écouter l'épisode 32, intitulé « Quand les femmes pensent le monde », ainsi que l'épisode 60, « Femmes, puissantes et vulnérables », et enfin l'épisode 65, « Mal baiser, dénoncer le patriarcat sous les draps ». Si tu aimes ce podcast et que tu veux m'encourager à continuer, je t'invite à mettre 5 étoiles à partir de ton téléphone sur Apple Podcast ou sur ta plateforme préférée. Tu peux aussi partager l'épisode que tu viens d'écouter avec ton entourage si tu penses que cela pourrait les intéresser. Et si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à la newsletter Shine sur mon site christinelevicky.com/inscription. Tu pourras recevoir mes meilleurs conseils pour prendre le pouvoir sur ta vie et rayonner. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.